C'est l'un des personnages principaux des groupes WhatsApp de notre cher et tendre promo. Vous le connaissez sûrement en tant que créateur du tableau Excel, où vous avez entré vos notes au compte-gouttes, la sueur au front pour calculer votre moyenne. Vous savez aussi que vous pouvez compter sur lui pour sortir un jeu de mots ou une blagounette de grande qualité, mais aussi pour vous donner une info que vous cherchez désespérément dans le millefeuille des plateformes de l'IED. Mais est-ce que vous saviez qu'il était aussi amateur de reggae, père de 2 filles, et qu'au collège, il distribuait sa carte de visite pour proposer ses services de conseiller en histoire amoureuse auprès de ses camarades? Voilà ce qui vous attend, et bien plus encore, dans cette conversation avec Simon Boyer, enregistrée hier, 30 juin 2026. C'est parti pour 50 minutes. Bon épisode! Merci beaucoup Simon de participer, d'être le deuxième à participer à ces enregistrements, ça me fait extrêmement plaisir. Eh ben avec plaisir, plaisir partagé. D'autant plus que j'avais un petit peu vaguement parlé avec toi via les groupes WhatsApp, et sans te parler personnellement, j'avais pu profiter de ton humour, de ton aide, de ta capacité à pondre des tableaux Excel qui servent à tout le monde. Donc j'avais vraiment l'image de toi comme quelqu'un de très actif et généreux aussi dans le parcours à l'IED, donc ça me fait multiplement plaisir de te parler aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup apprécié la répartie permanente et l'humour sur les groupes WhatsApp, et en même temps le côté très efficace, donc merci pour ça. Ça a vraiment changé mon deuxième semestre, avec les groupes WhatsApp en général, mais tu en as été l'un des animateurs les plus actifs pour moi. Donc, Écoute, je te retourne le compliment parce que avec ta voix suave et gutturale dont j'ai pu profiter sur certains cours qui aussi m'ont sauvé mon semestre. Autant la communauté WhatsApp que toi et l'initiative que tu as lancée, ça m'a vraiment pu me permettre de valider le second semestre. Et je sais pas, juste pas comment j'aurais fait sans les audios et ton drive précieux qui... Alors ça, je dois dire que la majorité des apprentissages, je les ai faits grâce à toi. Donc, ça, il faut rendre à Florestan ce qui appartient à Florestan. Le côté drive, coordination de ces enregistrements, c'est vraiment lui qui a tout piloté. Ah, je croyais que c'était toi à la base, le drive. Mais bon, peu importe. Merci Florestan, et loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Et loué soit tes définitions en chant géorgien. Voilà. C'était magnifique. Donc, tu nous disais, ou tu me disais que donc toi, tu es dans une famille qui fait de la psycho. Ta femme a terminé sa thèse? Elle a soutenu? Ouais, elle l'a validé il y a un mois, ouais, effectivement. Magnifique. Félicitations à elle. Et je crois que tu étais assez actif dans la préparation de tout ça, le soutien logistique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle a créé un programme de prévention du harcèlement scolaire et qu'elle a déployé dans plusieurs académies et donc elle a fait des études quantitatives, qualitatives et pendant des semaines on a reçu des tonnes et des tonnes de questionnaires papier dans notre boîte aux lettres parce qu'au début pour l'étude pilote c'était pas très numérisé. Ouais. Donc on recevait les papiers et puis on avait des tonnes et des tonnes de documents qui arrivaient qu'il fallait saisir, numériser, stocker, analyser. D'accord. Donc autant dire que ça a été vraiment une grosse aventure. Et après, j'ai appris plein de trucs sur le tas qui m'ont vachement intéressé, notamment les stats que je connaissais pas du tout. Même toute la recherche scientifique en général, je connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, est-ce que c'est des choses qui ont dialogué au premier semestre? Je pense notamment au cours de méthodo. C'est des choses avec lesquelles tu étais. Enfin, Ouais, du coup, t'as dû te j'avais pas familiariser. mal de choses que je savais déjà. D'autant plus que en plus ma femme elle a fait une pause entre sa licence et son master pour se former en thérapie systémique et du coup en fait quand elle est arrivée en master thèse il a fallu qu'elle réapprenne plein de choses et du coup je l'ai aidé aussi à appréhender toute la méthodo et tout ça donc en Hmm. fait j'étais vraiment imprégné quoi. D'accord, ok. Ouais. Je pense que là, tu as été vraiment dans l'application immédiate des cours dès le premier semestre de L1. Ouais.
Et ça a dû paraître peut-être un peu, enfin, un peu axé précisément en recherche et tout pour un certain nombre d'entre nous, mais en fait, non, ça sert et ça donne du Bah, c'est vrai que concret. j'étais quand même surpris. Je trouve que ce cursus est quand même très scientifique et j'aurais pas pensé que ça serait à ce point axé sur la recherche. Ouais, Moi, personnellement, ça m'arrange parce que c'est un côté qui m'intéresse beaucoup, mais pour quelqu'un qui voudrait faire uniquement une thérapeute systémique, un praticien clinicien, ouais. ouais. Je pense que c'est une manière de justement d'enfoncer un peu le clou sur le côté scientifique d'une méthode nécessaire, etc. Et dès la L1, d'écrémer un peu tout le monde qui penserait à pratiquer la psycho juste par la magie de la conversation et que ça suffit à faire un bon praticien. Euh, Après, je me souviens avoir été un peu renseigné là-dessus sur le fait que Paris 8, l'IED en tout cas, était assez, voilà, vraiment insistant sur ce côté-là. Et c'est vrai que dans tous les cours, ça commençait par la psychologie scientifique s'est fondée sur des méthodes, Hmm. etc. Bon, ce qui est pas plus Mais mal c'est pour vrai que je trouve ensuite. on part un peu sur des stéréotypes. Moi, je sais que, enfin, en tout cas pour ma part, quand je me suis inscrit dans le cursus, souvent on entend je suis psychologue, alors on imagine le psychologue dans le cabinet en train de faire des thérapies. Et en fait, Ouais, j'étais surpris de voir toute l'étendue du truc. Et pourtant je vis avec une psychologue et je connais un petit peu l'étendue, mais j'aurais pas pensé qu'il y ait autant de champs en fait différents. ouais, Et je trouve ça super bien, personnellement, que ça soit vraiment axé scientifique parce que c'est les seules bases probantes. Et c'est vrai que qu'on est quand même dans une culture qui est vraiment beaucoup imprégnée, notamment de la psychanalyse, etc. Et on a vu dans le cursus qu'au niveau scientifique, c'était quand même assez décrié, ouais, ou en tout carrément. cas remis en question. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant et important de se baser sur des vraies bases scientifiques Ouais. C'est- pour c'est- pouvoir œuvrer, quoi. C'était une des questions que je voulais te poser, celle de ce qu'on doit faire en gros de ces espèces de monstres sacrés qui ont posé une image et une image un peu caricaturale de ce que c'est que la thérapie au sens large. Euh, c'est vrai que là, le freudisme, bon, c'est présenté comme l'un des ancêtres à dépasser. Et Paris 8 n'a pas l'air très, voilà, très freudien, en tout cas à ce niveau-là. Euh, Est-ce que tu as l'impression que toute cette partie de l'histoire de la psychanalyse et de la thérapie, est-ce que il faudrait plus insister dessus, ou est-ce que bon, il faut la rappeler de temps en temps comme comme certains des pères fondateurs, mais que aujourd'hui il y a une diversité de pratiques qui est telle et puis qui est informée scientifiquement, et que en fait le gros du travail doit se faire là-dessus, sur la déconstruction de l'image du thérapeute obscur, un peu mystique, qui dit oui oui et puis qui dit, enfin, qui est très taiseux, et qui, enfin, c'est une question que je me pose personnellement. En fait, ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je suis assez adepte de la pensée complexe. Alors, je suis pas non plus encore trop formé là-dessus, mais le fait de pouvoir accepter que tout et son contraire puissent cohabiter dans un ensemble qui soit cohérent, Ouais, d'accepter aussi les paradoxes en tant que existant. Et par exemple, si on voit quelqu'un qui raconte une anecdote, il va avoir sa vérité à lui et ça sera sa vérité, et quelqu'un va sûrement raconter les mêmes faits mais sous un autre prisme. Et du coup, il y a pluralité de points de vue, je pense qu'il y a pluralité d'approches, ouais, et je pense qu'il serait faux et dommage de jeter à la poubelle une théorie en disant elle est dépassée ou c'est n'importe quoi. En fait, si elle a existé et qu'elle a été reconnue, c'est que forcément elle a répondu à un besoin à un instant T, ou qu'elle était au moins basée sur quelque chose qui peut être intéressant. ouais, Au-delà du fait que ça soit vrai ou faux, que ça soit fondé ou infondé, je pense que dans chaque approche, en fait, il y a quelque chose à prendre et quelque chose à laisser. Et même si je suis pas super fan de l'approche psychanalytique, je pense que le fait d'explorer l'inconscient, par exemple, c'est quelque chose ou dont on a besoin, ou qu'on a au moins besoin d'avoir en tête. ouais, Ça a aussi permis de poser des briques pour découvrir d'autres trucs qui vont plus loin. ouais, ça fait Donc je partie pense que c'est de. important d'avoir les racines, savoir d'où on vient, et d'où viennent les théories qui existent, et pouvoir les nuancer aussi. Je pense qu'on trouve notre équilibre en naviguant
parmi la pluralité des approches, quoi. Et Ouais. c'est ça qui fait qu'on peut être équilibré plus qu'en choisissant une approche équilibrée, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'on a tout intérêt à la fois à historiciser ces pratiques et en même temps à ne peut-être pas les invalider complètement. Évidemment, il y a un discours freudien sur la différence des genres, des sexes qui est à peu près inaudible aujourd'hui, mais il y a effectivement certaines méthodes ou certaines approches de la pathologie qui sont, disons, à inclure dans un éventail qui s'élargit de jour en jour et de décennie en décennie. Ouais. Mais je me demande si d'année en année, on va pas nous proposer, en tout cas, peut-être de reconnecter avec certains de ces courants de pratique qui sont aujourd'hui assez systématiquement décriés, quoi. Mais Mm. moi, je suis d'accord avec toi, il faut juste élargir son inventaire pour avoir de plus en plus de méthodes et de points de vue à adopter. Ouais. Euh, je voulais juste revenir rapidement donc sur le. Tu nous parlais aussi de l'ouvrage qui a été publié, qui a été coécrit par ta femme Floriane Boyer et deux autres autrices, Laure Durand-Laville et Rebecca Chanclan, qui est, fun Ouais. fact, aussi co-autrice du livre Anglais pour psychologue, qu'on doit compulser activement en L2. Euh, Est-ce que tu viens d'un environnement, donc familial on dirait, mais d'un environnement culturel plus ancien, où s'intéresser à la psycho, ça va un peu de soi? Est-ce que tu as grandi dans un Euh, monde où c'est vraiment quelque chose de banal, où ça parle un peu dans Alors l'inconscient? mon père pas du tout parce qu'il est un petit peu, on va dire, dans sa bulle. Il exprime pas trop ses émotions et tout ça. Ouais. Mais ma mère plus. Je sais que je parle quand même pas mal avec ma mère, avec mon frère aussi pas mal. Mais après, bon, mes parents ont pas trop beaucoup fait d'études, donc je viens pas vraiment d'une famille où on creusait vraiment au niveau théorie ou des modèles théoriques ou quoi que ce soit. Hmm. Mais on a appris à prendre soin les uns des autres, je dirais. Et, euh, et en fait, quand j'ai hésité, quand j'ai commencé à penser à m'inscrire en licence, je me suis dit pourquoi je vais faire ça, je travaille dans l'informatique. Mais je sentais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui était dans une fibre, on va dire, tournée vers l'autre, quoi. Hmm. Mm, je sais que ma mère, elle passe beaucoup de temps à prendre soin des gens et tout ça, et du coup, il y a vraiment cette approche, ouais, de prendre soin des autres, en fait, et de leur faire ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent, en Hmm. gros. Euh, et je me suis rappelé, en fait, quand j'ai hésité à m'inscrire, je me suis rappelé qu'au collège, je m'étais fait des cartes de visite pour régler les problèmes de couple de mes copains. Et en fait, c'est un truc que j'avais oublié parce que quand j'étais au lycée, j'étais perdu sur mon orientation et puis j'avais fait des jeux sur ma calculatrice et je trouvais ça marrant la programmation. Du coup, je me suis orienté vers la programmation, mais j'ai jamais eu d'ordinateur chez moi. Je suis vraiment pas du tout un geek ni un gamer, quoi. Hmm. Et c'est Et incroyable, ça, le coup des cartes de visite en tant que thérapeute de couple ouais. au collège. Tu les as Et en gardées? fait, ça m'a vraiment fait rire. Ouais, j'en avais retrouvé une il y a pas longtemps où j'avais plastifié avec du scotch. Incroyable, incroyable. Et oui, je comprends ce désir d'outiller cette envie-là, d'avoir envie d'être dans une activité de soins. Et puis, bon, il y a la médecine, bien sûr, mais il y a aussi la psycho. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été peut-être précisé au contact du métier de ta femme? Ouais, bah c'est sûr que ça m'a influencé, ça m'a montré en fait que parce que moi je me projetais pas forcément vraiment en tant que thérapeute clinicien. Bah aussi au niveau identitaire, ça fait quasiment 20 ans que je suis développeur web, que je Hmm. travaille dans l'informatique, donc à chaque fois que je me présente, je dis mon métier et les gens me voient toujours sur ce prisme-là. Et en fait, ça m'est déjà arrivé par exemple de participer à des conseils d'administration, m'engager dans des associations. Et quand j'essaye d'apporter un peu quelque chose de l'ordre du relationnel, en fait, ben, je vois que mes compétences, j'ai du mal à les mettre en pratique ou à les faire reconnaître par mes pairs. Hmm. Parce que, ben, l'air de rien, notre métier aujourd'hui, il influence beaucoup la vision que les autres ont de nous. On parle de la gestalt, l'impression de la forme et tout ça. Ouais. Euh, En fait, on se fait quand même une idée des individus de par leur activité professionnelle. Et je pense que je sentais qu'il y avait ça en moi et j'étais frustré de ne pas arriver à le faire voir en fait. Et,
Et le fait de voir ma femme travailler, de voir l'impact qu'elle pouvait avoir sur la société, en fait, ça m'a vraiment montré qu'on pouvait tracer notre propre chemin et que c'était très large et qu'on pouvait. En fait, ça m'a ouvert le champ des possibles, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai vu que son programme de prévention du harcèlement, il changeait la vie des élèves, il changeait même la vie des enseignants, j'ai trouvé ça en fait merveilleux, quoi. Et je trouvais que c'était une bonne manière d'impacter la société. Et je sais que des fois c'était dur, hein, franchement, on a passé des soirées, des fois jusqu'à 2 3 heures du matin, plusieurs soirs de suite, à corriger les articles scientifiques, à imprimer des livrets, et Hmm. c'était épuisant. Et ma femme, au début, elle était désolée, quoi, elle s'excusait de nous faire vivre ça parce que c'était fatigant. Et moi, je lui ai dit, mais en fait, je suis plus reconnaissant, en fait, parce que tu me permets de participer à quelque chose Ouais. de plus grand que moi. Et en fait, sans toi, je pourrais pas en fait influencer la vie de ses élèves. Et moi, je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu faire ça et ça m'a donné envie de pouvoir y participer de manière plus concrète, quoi. Oui, et puis ça permet de se familiariser avec une rigueur aussi qui est qu'on soupçonne peut-être pas forcément. Et est-ce que toi, donc ça t'oriente vers un désir de recherche? Ouais, en fait, de par mon parcours aussi, j'ai toujours été créatif et je sens qu'il y a un chercheur en moi qui a toujours été là. Hmm. Je sais que je fabriquais plein de petits objets quand j'étais petit et puis quand j'étais à la fin du lycée, j'ai aussi travaillé avec un inventeur où j'ai modélisé un peu des trucs pour lui. Et c'était une aventure qui m'avait plu et je sens qu'il y a... J'ai toujours plein d'idées et je sais pas forcément quoi en faire ni comment. Et la recherche, voilà, ça me parle. Alors je sais pas comment ni quoi je vais faire ce que je vais faire, mais je sais qu'en tout cas, au moins, j'aurai la possibilité peut-être d'en faire quelque chose. Ouais, oui, oui, bah c'est. Enfin, la recherche, on le voit aussi avec avec les publications je pense au livre que ta femme a publié, qui est basé sur un programme qui s'appelle TEAL, Tout s'épanouit à l'école. Donc je Utile, pense ouais. que ça Ouais. permet, TEAL à Ouais. l'anglaise, ça permet enfin aussi de se représenter que la recherche en psychologie, c'est pas juste des propositions abstraites, quoi. Ça donne lieu à des programmes et à des applications extrêmement concrètes. Et tu nous Mm. décrivais sur un des groupes, je crois, l'émotion qu'il y a à avoir aussi, les conséquences bien réelles que ce programme, par exemple, peut avoir dans l'amélioration de la vie de certains élèves qui subissent du harcèlement et et qui Bah, c'est voient leur sûr, hein, vie d'élève quand on regarde les améliorée. données qualitatives et qu'on voit les témoignages des enseignants qui disent que en 20 ans d'enseignement, ils n'ont jamais vu une classe aussi soudée, que ça va être difficile pour les élèves de se séparer en fin d'année, Ouais. et qu'il y avait des élèves qui étaient rejetés, qui étaient isolés, et que maintenant ils sont bien, ils vivent des choses agréables. Hmm. C'est vrai que c'est vraiment touchant. Plusieurs fois, j'ai eu les larmes aux yeux en lisant les trucs, quoi. Hmm. Donc, Et donc toi aussi, tu serais attiré par le monde de l'école, par la recherche articulée à cet environnement-là? ouais, alors le harcèlement, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Euh, Après, j'ai tendance à vite aller vers ce que je connais déjà. Mhm. Donc c'est sûr que oui, ça m'attire. Après, j'ai du mal à savoir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Je sais pas trop comment expliquer, mais sûrement si j'expérimente quelque chose d'autre, ça va me faire envie aussi, en fait. Ouais. Donc pour l'instant, je sais pas. J'ai vraiment à cœur de faire cette formation et de découvrir au fur et à mesure vers quoi après je vais m'orienter. Mhm. De par aussi mon approche au niveau de l'informatique, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et tout ça, j'ai aussi plein d'idées d'outils à développer pour accélérer la recherche ou pour créer des outils d'analyse. Donc il y a aussi tout ce pendant technique qui m'intéresse parce que j'aime quand même beaucoup mon métier. Euh, et il y a vraiment des choses à faire et je vois qu'il y a beaucoup de chercheurs qui en fait ont besoin d'outils et qui ne savent pas du tout que c'est possible de les créer. Mhm. Et je sais que ma femme, je lui avais fait des outils pour accélérer un petit peu ben, ne serait-ce que récupérer les articles scientifiques. En fait, c'est super fastidieux. Ouais. Les, enfin, il y a plein de choses en fait qui est possible de faire. Et ma femme, elle m'a dit, bah voilà, demain, je te fais présenter ce que tu m'as fait à mes collègues.
Je dis ah bon. Et en fait ils étaient tous ébahis alors que pour moi c'était genre pas grand chose de ce qui était possible de faire quoi. Et en fait ce décalage m'a frappé et je me suis dit vraiment je pense qu'il y a des choses à faire qui pourraient faciliter la vie de plein de monde et Bah là, ouais, peut-être ça me donne aussi envie de creuser cet aspect, je sais pas. c'est vrai que ton parcours, à ce titre-là, il est particulièrement intéressant. Enfin, ta double casquette, ta future double casquette, quand tu auras complètement celle de psychologue, euh, peu nombreuses sont les personnes qui ont la capacité de penser à concevoir des outils informatiques combinés à un intérêt pour la psy. Mais alors, je sais pas, peut-être que, bien sûr, en L2, en L3, tu découvriras un tout autre domaine qui te mènera vers d'autres intérêts. Mais est-ce que ça a été le cas d'ailleurs? Bon, je pense aux mineurs. Est-ce que tu t'es découvert des intérêts pour des sujets qui étaient a priori pas les tiens au départ, ou pour des cours, je sais pas, en ergonomie ou... Ben, c'est vrai que l'ergonomie, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai beaucoup aimé la neuro aussi, ce qui m'a beaucoup surpris parce que je m'attendais pas. J'ai jamais trop aimé la SVT, l'anatomie et tout. Et la neuro, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et des cours comme clinique, développement, où je pensais que ça allait plus m'intéresser, en fait, c'est ceux où j'ai eu le plus de mal à accrocher. Donc c'est vrai que j'ai été assez surpris. Mais l'ergonomie, ça m'intéresse, je pense aussi, parce que ça touche aussi au monde du travail que je connais, donc du coup, c'est plus Hmm. concret pour moi. Ouais. Je fais tout de suite le lien avec la pratique, avec les cas que j'ai pu avoir. Mais aussi, c'est très pluridisciplinaire, donc c'est aussi quelque chose qui me parle. Ouais, ouais, ça m'a bien plu ces matières-là. C'est vrai que Après, j'ai été frustré parce qu'il y avait des matières, des approfondissements, c'était les essais découvertes qui m'intéressaient assez bien et que j'ai pas pu faire parce que du coup, on m'a imposé l'équivalence. oui, oui, oui. Bon, il y aurait beaucoup Et de choses voilà, à redire sur c'était une frustration ces pour moi, équivalences. Ouais, même si j'étais content d'avoir moins de travail quand bien même. sûr. Mais tu l'as peut-être découvert en novembre, comme un certain nombre Ouais, d'entre nous. une fois que j'avais fini mon Pix, Voilà, bien sûr. et après j'ai reçu mon vin que je n'ai pas pu mettre dans mon cursus et j'étais très content. Ouais. Oui, bah, bon, c'est rigolo, mais en même temps, quand on pense à la moyenne finale, ça a un impact assez Ah important. ben c'est clair, hein, Ouais. c'est clair. Bon. Mais tu disais que le cours de développement t'avait légèrement déçu. Est-ce que c'est parce que aussi, enfin, j'ai aperçu quelques messages sur WhatsApp, mais donc t'as une vie de famille, t'as des filles, deux filles. Ouais, j'ai deux filles, ouais. Est-ce que ta vie de famille ressemble parfois un peu à un petit labo miniature où tu t'amuses à Ah observer ben ça certaines c'est choses? sûr. Ouais, Ça c'est sûr. Déjà, moi je viens d'un arrière-plan. Ben il y a quelques années, on n'était pas éduqué pareil qu'aujourd'hui. ouais, Moi c'était voilà, tu ranges pas ta chambre, t'as une gifle quoi. ouais, Et quand je demande pourquoi, ma réponse c'était pose pas des questions idiotes quoi. ouais. Et donc c'était ça. Et du coup, je pense que par réflexe, on a tendance à vouloir ben, mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc au début, avec ma fille, je rentrais vite dans l'opposition où je me fâchais. Et à 2 ans et demi, on lui a mis une fessée. Et quand elle avait 2 ans et demi, elle nous a regardé. Et elle a regardé ma femme et elle a dit mais maintenant que j'ai mal, tu crois que je vais t'obéir plus? En fait, j'ai encore moins envie de t'obéir. Ça a servi à rien quoi. Ouais, Et elle avait 2 ans et demi. Et on s'est dit waouh, va falloir trouver une autre solution. ouais, Donc, du coup, on s'est formé en parentalité positive. Enfin, on s'est formé. Ma femme, après, elle a récupéré plein d'outils sur l'éducation positive et tout ça. Et puis, comme ma fille aussi, ma grande, elle a des problèmes aussi au niveau moteur. Du coup, on a vite décidé de la mettre dans une école hors contrat parce que dans l'école publique, elle perdait complètement confiance en elle. Les autres enfants disaient que c'était un bébé parce qu'elle pouvait pas faire du vélo. Enfin, ah c'était ouais, difficile. Elle rentrait abattue tous les soirs. Et du coup, on l'a mis en école Montessori quand elle était petite. Et en fait, il lui fallait plus de temps pour faire les activités, mais elle pouvait les faire toute seule, quoi. Et au niveau intellectuel, ça marche bien dans sa tête, quoi. C'est au niveau moteur que c'est plus long. hmm, Et donc, le jour où on lui a changé de cadre, en fait, ça a complètement changé sa manière de se voir elle-même, son estime d'elle-même. Et ça nous a aussi bien montré, parce qu'en fait, Montessori, c'est quand même très cadré. C'est très ritualisé, il y a beaucoup de cadres et l'espace, par exemple, la manière dont l'espace est aménagé, quand on rentre dans une zone, on peut pas faire la même chose que quand on est dans la zone d'à côté. Il y a une zone, par exemple, pour les activités, il y a une zone pour le jeu, une zone pour se reposer.
Et donc ce cadre-là, il aide vraiment à trouver un équilibre pour pas confondre éducation positive avec laxisme ou avec absence de cadre. Hmm. Parce que Ouais. pour moi, l'éducation positive, elle est bienfaisante seulement si elle est sécurisante pour l'enfant. Et pour être sécurisante, il faut un cadre qui soit clairement défini. Ouais. Mais ça Et, n'empêche pas de le mettre en place avec bienveillance. et Mais ça, voilà. ce cadrage, je trouve que, en fait, l'image qu'on peut avoir de l'extérieur de Montessori ne correspond pas du tout à la pratique réelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Montessori, c'est chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucune consigne, et puis c'est Bah, après, l'enfant c'est vrai que roi. j'en vois plein des gens. Moi, j'ai ma cousine, elle dit qu'elle fait de l'éducation positive. Et puis, ses enfants, à 2 3 ans, elle disait ben non, mais c'est lui qui décide de quand il se couche parce que c'est lui qui connaît le mieux quand est-ce qu'il est fatigué. Et en fait, ses enfants, Ouais. ils étaient épuisés tout le temps. Et Ah ouais, ça, ouais. pour moi, alors après, franchement, je juge pas, chacun a les pratiques qu'il choisit, c'était ses enfants à eux, mais voilà, je voyais que pour ses enfants, c'était dur parce qu'ils étaient tout le temps fatigués, et du coup, après, ben, ils perdaient patience, puis ils finissaient par leur crier dessus. Hmm. Et en fait, c'est dommage parce que je pense que l'enfant, il a quand même besoin d'être guidé, et il a besoin d'apprendre, et pour apprendre, il faut quand même lui donner un cadre. Mais après, le cadre, il peut être co-construit, il peut être négocié, et des fois, ben, il peut être expliqué. Et quand ça fait sens, je pense que l'enfant, il en est que plus riche, quoi. Hmm. Sauf que le Et donc c'est motivateur, c'est pas la peur, c'est la c'est le sens coopération, qu'on quoi. donne aux choses, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as trouvé au sein de cette école Montessori aussi, dans le personnel enseignant et encadrant, des gens avec qui co-construire ce cadre? Ou est-ce Oui, alors que... les écoles hors contrat, c'est tout un parcours, hein. Pour en avoir fait plusieurs, c'est très compliqué du moment de façon où il y a des humains. Le cadre associatif, quelle que soit l'association, je pense qu'il y a des difficultés qui. Alors c'est peut-être une généralité, mais je connais très peu d'associations où ça part pas en live à un moment donné. Hmm. Ouais. Donc pour avoir fait plusieurs écoles alternatives, c'est pas évident, hein. C'est beaucoup de disputes entre adultes, c'est des prises de pouvoir, c'est des alliances, c'est des. Hmm. Donc après, en plus, on est tous là pour le soin de nos enfants. Mais du coup, quand il y a les enfants qui rentrent en jeu et que du coup les parents participent à la gestion de l'école, ça peut vite partir en live. Donc autant en fait chaque être humain, j'ai l'impression, pris indépendamment et individuellement, il est bien intentionné, etc. Mais au bout d'un moment, quand ça se cristallise, ça peut vite devenir compliqué. Donc Ouais. franchement, j'ai vu des membres du personnel qui étaient vraiment géniaux, quoi, et qui se sont vus être détruits par la manière dont l'institution fonctionnait. Donc ça, c'était difficile. C'était difficile, mais je suis vraiment reconnaissant à elles, c'était majoritairement des femmes, d'avoir pu prendre soin de nos enfants malgré un cadre qui était assez délétère pour elles, quoi. Hmm. Oui, c'est assez, enfin, c'est assez désastreux de voir que dans n'importe quelle institution, même dans des endroits qui proposent d'aller au-delà des chapelles et des hiérarchies, en fait, il y a presque systématiquement des conflits de groupes, d'influences Mm. aussi qui s'instaurent. Bah là, dans l'école dans laquelle elles sont en ce moment, ça se passe beaucoup mieux parce que en fait, les parents participent moins et Ouais. l'école est très bien gérée et c'est agréable. Mais c'est rare, il faut arriver à les trouver, quoi. Et un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était celui qui nous concerne un petit peu plus en tant qu'étudiant, étudiante, c'est la question de la distraction. Je sais qu'on est un certain nombre, surtout dans des moments d'attente de résultats. Ici, enfin, on enregistre cet épisode au moment où on est fin juin, au moment où certains résultats du rattrapage de la session de juin ne sont pas encore tombés, et où ça devient difficile de faire autre chose et de ne pas penser à ça, et de ne pas être distrait. Et comment est-ce que toi tu affrontes ça? Est-ce que tu as réussi à poser des cadres ou des méthodes ou des petits protocoles dans Tu ton parles de l'attente travail? de résultats ou de l'apprentissage? Ben, de la distraction en général dans l'apprentissage et en particulier quand il y a un résultat qui va tomber et que c'est difficile de se concentrer profondément dans une autre activité. Est-ce que tu as réussi à mettre en place des petites routines de travail ou un cadre Bof. en fait? C'est quelque chose de très compliqué pour moi. Je sais qu'en session 1, j'étais très studieux, donc je sortais mes petites feuilles et Ouais. je lisais mon cours et puis je faisais mes fiches en même temps. Euh, mais en fait, très vite, enfin dès que j'ouvre mon ordinateur, j'ai bah, les notifications qui arrivent.
Et puis, j'ai un projet que j'ai envie de faire au niveau du développement informatique. Donc, du coup, maintenant qu'il y a l'IA, je vais lancer un prompt. Comme ça, je vais faire bosser l'IA en même temps que moi je révise. Et Ouais. puis, en fait, je lis un paragraphe et puis l'IA me pose une question. Et puis, du coup, je retourne à mon projet informatique. Et finalement, je me fais happer par l'informatique parce que ça m'intéresse plus que le cours que je suis en train de faire. Ouais. Et c'est très compliqué. Ouais. Ou après, il y a une série en même temps, ou quelqu'un qui écoute un truc à côté de moi, et du coup, je vais être distrait. Mon attention est très volatile, et pourtant, je suis convaincu que j'ai pas de trouble de l'attention. C'est juste au niveau de la technologie le problème. Donc, les cours en audio m'ont beaucoup aidé là-dessus, dans le sens où, du coup, j'allais promener mon chien, par exemple, je me mettais l'audio, et j'étais focus sur le cours. Ou Ouais. même, alors j'ai aussi une maladie des muscles qui fait que du coup j'ai besoin de me reposer souvent, le corps et surtout les yeux aussi. Donc le fait de pouvoir fermer les yeux, m'allonger, écouter le cours, c'est quelque chose aussi qui m'aide beaucoup à être focus. Et en fait, finalement, le deuxième semestre, j'ai appris quasiment que en audio et j'ai rien fiché du tout en fait. J'ai juste écouté plein de fois les cours. Et je m'en suis mieux sorti qu'au semestre 1. Après, est-ce que je connais mieux mes cours? J'en sais rien. Mais, euh, mais voilà. C'est toi qui nous a. On a été un certain nombre à être lancés par ton conseil sur les podcasts LLM, qui sont une espèce de synthèse Ah, le notebook LM, là, ouais. notebook LM qui crée en fait un podcast artificiel d'un quart d'heure environ en fonction des documents qu'on lui soumet. Euh, alors j'ai lu, enfin j'ai parcouru, lu un livre vraiment intéressant que je vous conseille qui s'appelle Pour une écologie de l'attention d'un auteur qui s'appelle Yves Citon, CI de TON, qui a quelques années maintenant, je crois qu'il y a une dizaine d'années, donc c'est pré-intensification, c'est pré-IA bien sûr, mais c'était déjà à une époque de pleine activité de réseaux sociaux et compagnie. C'est intéressant parce que c'est un livre qui ne désavoue pas complètement l'idée d'être un peu distrait, qui assume le fait qu'il peut y avoir une efficacité distraite et qui propose une espèce d'attention lente, profonde, un peu monolithique, comme on pouvait en avoir il y a quelques années, quelques dizaines d'années, en lisant Balzac pendant 3 heures et en pensant à rien d'autre. Aujourd'hui, il a ce qu'il appelle une hyper-attention, et il s'appuie sur les travaux d'une autre chercheuse qui s'appelle Catherine Hales, qui est américaine, et qui parle d'une hyper-attention, mais qui peut être productive aussi, et qui assume le fait d'avoir quelque chose d'assez assuré, un peu chaotique, mais qui fonctionne comme ça, quoi. Où l'activité et l'énergie vient de l'alternance entre une, deux, trois, euh, un, deux, trois objets d'attention ou activité. Bah, c'est vrai que moi, en fait, on peut se stresser de pas être assez attentif, de pas être assez focus. Ouais. Mais je pense que le fait de rajouter du stress et de se mettre la pression pour être le plus concentré possible, ça peut vite être contre-productif. Donc c'est Mhm. vrai que moi, j'embrasse un peu le fait de pouvoir lancer l'IA qui va faire du développement en même temps que j'apprends. Et puis quand j'apprends quelques minutes, et puis après je fais une pause et je bascule sur l'informatique, et puis je refais une pause Ouais. et ça me plaît, hein. Et du coup, j'assume ce truc-là. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être enrichissant et presque épanouissant aussi. Ouais. Mais après, il y a vite les impératifs qui nous rattrapent. Et puis, je pense quand même que niveau cognitif, on imprime quand même moins en profondeur quand on est distrait par plein d'autres trucs. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a certains, surtout pour intégrer la logique profonde d'un texte ou d'un cours, bon, si on charcute ça avec un peu de YouTube, un peu de d'IA, un peu de je sais pas quoi, c'est dégradé quoi. Mm. L'apprentissage profond ne peut difficilement advenir. Mais je trouve qu'il y a quand même, enfin moi personnellement, je me souviens d'un moment dans mes études supérieures en thèse où je me disais putain mais c'est pas possible d'être aussi distrait. Je suis pas vraiment, je sais pas, je n'étudie pas comme je devrais. Et et d'un jour avoir un peu fait le deuil de ça, il m'a dit bon bah voilà en fait c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, c'est je, ça. je- Mm. j'ai besoin de ça, ou en tout cas, je vis dans un écosystème médiatique qui m'a, qui m'a mis dans ces habitudes-là. Et comme tu dis, le fait de moins baliser pour ça, de moins culpabiliser, bah finalement c'est ça qui a permis d'être profondément efficace, même
sur le papier en étant distrait. Donc, mais bon, j'avoue que j'essaye de travailler là-dessus. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de notes au premier semestre. J'avais mes cours, j'avais un cahier où je recopiais comme si je prenais des notes en amphi. Et j'essayais de faire des vraies sessions de 2-3 heures ininterrompues. Mais c'est pas évident, quoi. Et puis finalement, j'ai l'impression que mon apprentissage a été plus efficace au deuxième semestre avec cet éventail de cours en audio, de faire des QCM, beaucoup, beaucoup, de préparer en fonction de la forme qu'allait avoir vraiment l'évaluation. J'avoue qu'au premier semestre, je me suis pas du tout intéressé à ça, quoi. J'ai Après, c'est vrai découvert que le le jour deuxième J. semestre, j'ai quand Ah même tiens. trouvé les cours plus faciles et plus accessibles parce que Oui, neuro, ouais, épistémo, machin, c'était quand même costaud au début. Et ouais. les podcasts Notebook LM, heureusement qu'ils étaient là parce que pour moi, c'est vraiment une bonne manière d'entrer dans des cours qui sont hyper indigestes pour avoir une vue d'ensemble. Hmm. Mais après, rentrer vraiment dans le cours tel que le prof l'a écrit, je pense que c'est quand même vraiment important. Et que l'un ne remplace pas l'autre, quoi. Et c'est pour ça aussi que je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu avoir les audios des cours au deuxième semestre Ouais, parce que pour je avoir pense que c'est les mots important quand même. exacts. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Mais, puis Notebook LM, tu peux pas résumer en une demi-heure un cours de ouais, 90 pages, quoi. oui, oui, c'est clair. C'est l'enregistrement d'Isabelle, je crois, notamment en cognitive, Ouais, qui est non seulement un enregistrement du cours verbatim, mais qui est plutôt une espèce d'explication éclairée de ce que le ouais. cours veut dire. Il a Mm. été très très vraiment très très précieux pour moi cet enregistrement. Donc j'espère qu'elle remettra ça en L2 pour d'autres cours. C'était vraiment très l'impression d'avoir quelqu'un qui a compris le cours et qui nous explique là où sont les Ouais, ouais. difficultés. Mm. C'était royal. Je l'ai écouté 40 fois ce truc, vraiment en boucle. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que moi, depuis longtemps maintenant, j'essaye d'embrasser mes défauts, on va dire, et mes biais pour Hmm, pouvoir faire un peu des expériences, en fait. Et là, je me dis, bah, sur le premier semestre, j'ai essayé de faire l'expérience d'un Simon studieux. Sur le deuxième semestre, j'essaye de faire l'expérience d'un Simon qui laisse libre cours à ses pulsions de multi-activités. Et puis, voir qu'est-ce qui est le mieux, avec quoi je repars. Et bon, le deuxième semestre, il m'a quand même appris que ça serait quand même bien d'être quand même un petit peu plus segmenté dans mon activité, que là, c'est peut-être un petit peu trop morcelé. d'accord. Mais en tout Bon cas, voilà, je m'autorise à faire mes expériences et à accepter un non standard dans ma manière de fonctionner, même si c'est pas ouais. forcément toujours facile. Est-ce que tu consommes beaucoup de livres, de BD, de vulgarisation, de sujets qui sont liés à la psycho? Ou est-ce que tu Non, essayes... pas du tout. Non. J'ai beaucoup de mal à lire. Je lis quasiment pas en fait. J'aime ça pourtant. J'aime, mais à chaque fois que je commence des bouquins, je lis quelques pages et puis en fait j'abandonne. J'ai l'impression de pas avoir envie de prendre le temps de le faire. Même si les sujets m'intéressent, je préférais Hmm, qu'on me les explique plutôt que d'avoir à les lire. J'ai pas la patience en fait de lire et de m'imprégner. Et puis l'air de rien, ça fatigue aussi beaucoup les yeux, chose que je peux pas trop me permettre. Puis je passe beaucoup par le contact avec les autres aussi. Je regarde un peu des vidéos, j'écoute un peu des podcasts aussi. est-ce que tu as des podcasts de référence auxquels tu retournes souvent? Au niveau psy, alors pas beaucoup pour l'instant. Je sais que je travaille avec le complexe systémique aussi, donc du coup qui sort des vidéos. Après, au niveau des podcasts, j'en connais pas beaucoup, mais je vis avec ma femme qui est une énorme consommatrice de tout un tas d'affaires. Et donc, c'est vrai elle me tient aussi au courant de beaucoup de choses. Et Hmm, c'est un peu ma source principale d'information, on va dire, pour l'instant. ok. Bah écoute, pas mal. Une source d'information à la maison. Voilà. J'aime bien aussi écouter les conférences, participer aux conférences. C'est quelque chose que j'aime bien aussi, ce format. Tu vas y assister aussi en personne? Ben alors là, du coup, il y a eu des collègues de ma femme qui sont venus à la maison pour regarder ensemble une conférence sur des sujets de psycho, des conventions qui étaient sur plusieurs jours au Canada et tout ça. Donc moi, après, j'étais là à côté, j'ai écouté et c'était super intéressant. Donc c'est un format que j'aime bien. Alors, on peut peut-être faire ça maintenant. J'avais prévu avec Florestan une série de questions très rapides, très courtes,
Question courte, réponse courte. Vraiment, les réponses sont censées être le cri du cœur. Donc c'est des questions qui sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus anecdotiques et pas du tout analytiques. Donc je vais te les poser. Essaye de répondre le plus spontanément possible. Et le Ok. but est de te connaître en tant que personne, comme on apprendrait à te connaître si on était dans la même promo et qu'on déjeunait à la cafette ensemble. Alors, première question, assez contextuelle, même si on en sort maintenant. Est-ce que tu as une tactique miracle pour lutter contre la canicule? La clim mobile. C'est-à-dire les petits ventilos portables à main? Non, la clim mobile, mais je suis obligé d'ouvrir mes portes-fenêtres. Du coup, ça fait rentrer autant de chaleur que ça fait du froid. Mais du coup, je me mets devant. Mais sinon, fermer les volets et bien fermer les portes. Et Ouais, bien boire. Voilà. imbattable. Voilà. Je conseille aussi, vraiment c'était le miracle, de prendre un linge genre serviette à main et de le tremper, de l'essorer un peu et de se mettre ça autour du cou la nuit. C'est incroyable. Vraiment, De toute façon, je moi, je recommande. transpire tout le temps la nuit, qu'il fasse chaud ou froid. Donc, Ah oui, bon. Euh, Quelles ont été les vacances les plus réussies de ta vie? les vacances les plus réussies de ma vie. Je dirais les vacances en famille où on fait les fous avec les filles. Mais j'ai pas forcément de souvenirs en particulier, mais j'ai plein de petits moments de bonheur partagés. Ok, ça c'est quand même la raison d'être. Ouais. Est-ce que pour toi, on a raison de dire qu'on n'est jamais trop prudent? Non. Je pense que le fait de savoir prendre des risques, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir aller plus loin que se contenter de notre zone de confort. Donc, Ouais, on peut être trop prudent. Il faut pas être trop prudent. tout à fait d'accord. Est-ce que tu trouves qu'on va trop loin avec tous ces nouveaux goûts de chips? Et sinon, quel est ton préféré? Je trouvais qu'on allait trop loin jusqu'à ce que je me rende compte que les usines Bretz cuisinent avec vraiment les vrais plats qu'ils mettent sur les paquets. Ah Euh, ouais, et j'ai trouvé ça assez fou. Et depuis que j'ai su ça, maintenant, limite, je suis admiratif devant l'étendue des parfums, là où avant je croyais que c'était des arômes. Mais je des sais que arômes de ma femme ne synthèse jure que par la catastrophiques. marque Bretz, et c'est vrai qu'elle est terriblement croustillante. Ouais. Mais j'avoue avoir un faible pour le parfum truffe qui, euh, Oh, qui, euh, ouais, qui me fait assez vibrer. Mais j'ai découvert plusieurs parfums, mais j'avoue que le parfum truffe, il il me règne. parle. Ouais. Moi, j'ai découvert il y a quelques jours des Bretts aussi au parfum carbonade flamande. Ce qui est censé être, mais enfin, délirant et désastreux et inenvisageable. Bon, bah en fait, c'était merveilleux. Voilà. Bah oui, mais parce qu'ils font vraiment de la carbonade flamande apparemment, de ce que j'ai compris, et après ils cuisent les chips dedans, quoi. C'est ça qui est complètement fou. Mais je veux pas faire de la pub pour Bretz parce que c'est des infos qui sont non sourcées. Donc, Bah, écoute, je crois qu'on en fait par accident un petit peu. Mais d'autres marques et produits et productions de chips sont disponibles en commerce. Voilà. Euh, Quelle est pour toi la langue la plus mélodieuse du monde? ah, j'aurais tendance à répondre la musique, même si c'est un peu une réponse un peu bateau, mais c'est celle qui fait passer les Joli. émotions au-delà des mots. Sinon, Ouais. j'aurais répondu peut-être le sourire, mais ouais, je suis pas très langue étrangère et j'ai du mal à. Ouais, mais par contre, le fait de pouvoir communiquer simplement au-delà des mots, ça me parle. Ah, ça, Ou c'est beau, ça. peut-être les gestes aussi. Ouais. Les gestes d'amour qu'on peut avoir envers les gens qui nous entourent. Et tu parlais spontanément de musique. Est-ce qu'il y a un type de musique, un genre, un instrument qui te parle plus précisément, ou plus Ouais, fort moi je que suis d'autres? passionné de reggae, j'en joue d'ailleurs, donc j'écoute Ok. beaucoup de reggae, j'aime beaucoup ça. Euh, ouais, au désespoir de mes proches, parce que finalement il y a C'est peu de vrai? monde qui aime ça. Enfin, les gens ils aiment bien, mais ils sont pas passionnés de ça, et du coup, comme j'écoute quasiment que ça, ouais, Moi, je me sens parfois un peu seul dans cette passion, mais c'est pas grave. écoute, non, tu n'es pas seul. Moi aussi, j'adore ça. J'aime beaucoup le dub, Lee Ouais, Scratch Perry, et trucs comme ça. ouais. J'adore.
incroyable. Une espèce d'espace sonore qu'on trouve dans aucun autre genre Exact. musical, je trouve. Ouais. C'est très apaisant et en même temps assez stimulant. Et c'est vrai que je prends plaisir à même à en jouer. Bah, j'ai plus trop de groupes en ce moment, mais ça me renouvelle pas mal, ouais. Et tu joues quel instrument? Principalement du clavier quand je joue du reggae. Ouais. Ok. Bah, c'est génial. Enfin, franchement, c'est un plaisir inégalé, quoi, de jouer de la musique avec d'autres gens. Ouais. On aurait pu en parler avec Florestan la semaine dernière. Euh, Encore 3 questions. Quitte à se réincarner, dans quel animal est-ce que tu te réincarnerais? Alors, je crois pas trop à la réincarnation, mais si je devais me réincarner dans un animal, Ou dans un élément du monde vivant, ou pas d'ailleurs. Minéral. en fait, ouais, si je devais vraiment choisir, je pense que je choisirais la vision biblique qui serait de passer l'éternité avec un Dieu d'amour. Voilà. D'accord. Donc, ce qui serait finalement pas une réincarnation matérielle, mais plutôt une transposition ailleurs. Ouais, le fait de le connaître pleinement tel qu'il est, ça serait ça que je choisirais. Très belle réponse. Euh, Question suivante. Tu montes un festival de musique avec un budget illimité. Où est-ce que tu l'organises et qui sont tes 3 têtes d'affiche? Ah, c'est pas évident. Bah forcément, ça sera du reggae, je pense, hein, majoritairement. Ouais. Ou alors j'inviterai Blackpink à côté de chez moi pour faire plaisir à mes filles. Et en même temps, pour leur faire les pieds, je prendrai aussi un groupe de reggae et je les obligerai à écouter aussi, comme elles m'obligent à écouter de la K-pop à longueur de temps. Mhm. Donc je pense que je choisirais peut-être Blackpink pour mes filles. Ouais. Et au niveau reggae, peut-être je choisirais les The Congos ou The Gladiators que j'avais vu en concert et qui m'avaient bien marqué. Magnifique. Ça, c'est un beau festival familial où tout le monde en a pour ses goûts. Voilà. Et Euh, peut-être Didier Super en troisième partie. Ah bah voilà, ça y est, on a les 3 têtes d'affiche. Et enfin, dernière question. Si tu devais te réinventer professionnellement, dans quelle direction est-ce que tu penses que tu t'orienterais? Encore dans un autre truc, Encore dans un autre truc, dans 10 ans. euh, je pense que ça serait la théologie. La théologie, Ouais. donc l'étude des religions. Ouais, ou plus niveau biblique en général. Ok. Et peut-être vers le pastorat, je sais pas. C'est quelque chose que tu as envisagé Ouais, par le plusieurs passé? fois. Ouais. Ouais, J'avais d'accord. même commencé, mais après j'ai dû arrêter pour des problèmes de santé et puis par allergie au système scolaire aussi. D'accord. Après, si c'est quelque chose qui te travaille, peut-être que tu pourras l'approfondir hors d'un cadre strictement scolaire ou académique. Ouais, ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Que je fais déjà d'ailleurs un petit peu. Merci beaucoup. Ça a Bah, été merci à toi et puis merci aussi à ceux vraiment un plaisir. qui écoutent. Bah écoute, je crois qu'il reste encore quelques résultats à tomber pour la deuxième session, c'est ça? Ouais. Moi j'attends avidement observation et stress et souffrance et bien-être au travail. D'accord. Ah oui, d'où le stress et la souffrance. Voilà, intense. Bah écoute, je pense et j'espère que ça tombera vite et bien et avec de belles notes bien dodues et que tu pourras profiter d'un été de repos avant de se replonger dans le deuxième semestre, dans la deuxième, dans la L2, pardon, la deuxième année. Merci beaucoup Bah, merci à toi aussi. et puis voilà, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à continuer cette série de podcasts, de conversations. Et à bientôt, Simon. Merci vraiment pour toutes Ouais, tes et bah réponses merci à toi et ta Rémi et puis générosité. garde ta voix et continue les podcasts parce que je pense que t'es vraiment doué pour ça. Ah, c'est gentil. Moi, j'avoue que d'enregistrer les cours, ça m'aide à les apprendre. Donc, Et ça nous aide c'est aussi à les apprendre quand tu les enregistres. Donc, très bien. Bah, je continue alors. Puis, j'ai acheté un micro, faut que je le rentabilise. ah bah voilà. Allez, à bientôt. Allez, salut. Salut.